Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans l'une des tragédies les plus noires, les plus puissantes de Shakespeare, le Roi Lear. C'est une histoire absolument terrible, une histoire de pouvoir, de famille, de folie, et vous allez voir, des siècles plus tard, elle frappe toujours aussi fort. C'est vraiment la question qui est au cœur de toute la pièce. Imaginez, un simple test d'amour qui finit par détruire un royaume entier. Comment est-ce possible? Comment une seule décision, une seule erreur de jugement d'un roi vieillissant a pu déclencher un tel chaos? Une véritable descente aux enfers? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, pour comprendre, il faut revenir au tout début, à cet acte en apparence anodin, qui va en fait tout déclencher. C'est l'erreur terrible de Lear, le moment où tout bascule. Voilà notre personnage principal, le roi Lear. C'est un roi puissant, respecté, mais il est fatigué. Il veut juste se retirer, profiter de sa vieillesse, être en paix. L'ironie, c'est qu'en cherchant cette tranquillité, il va justement déclencher la pire des tempêtes. Son idée de base est simple, diviser son royaume. Mais là où tout dérape, c'est la façon dont il va s'y prendre. Non, Lear ne va pas faire ça discrètement, non. Son ego est immense. Alors il va transformer une décision d'État en une sorte de concours, de spectacle public. L'idée est simple, il demande à ses 3 filles de lui déclarer leur amour. Et celle qui le fera le mieux, eh bien elle aura la plus grosse part du royaume. Un jeu dangereux, vous allez voir. Et là, le clash est immédiat. C'est violent. D'un côté, on a Goneril et Regan, les 2 aînés. Elles y vont à fond dans la flatterie, des discours grandioses mais complètement creux. Et de l'autre, il y a Cordelia, sa fille préférée. Elle est honnête, sobre. Elle dit simplement qu'elle l'aime comme une fille doit aimer son père. Point. Elle refuse de jouer ce jeu. C'est une réponse pleine de dignité, mais pour un roi aussi vaniteux que Lear, c'est une gifle monumentale. Et la réaction de Lear, elle est explosive. Il est complètement aveuglé par son orgueil. Pour lui, l'honnêteté de Cordelia, c'est une trahison. Alors, dans une colère noire, il fait l'impensable. Il la déshérite et il la bannit. Sa fille préférée. L'erreur fatale vient d'être commise. À partir de là, plus rien ne sera jamais pareil. Les conséquences, elles, ne se font pas attendre, c'est immédiat. Non seulement il bannit Cordelia, mais il exile aussi le comte de Kent, son conseiller le plus fidèle, qui a osé le contredire. Et le pire, c'est que pendant ce temps, le roi de France, lui, voit la valeur de Cordelia et l'épouse sans dot, juste pour ce qu'elle est. En un seul geste, Lear vient de se couper de ses seuls vrais alliés. Il est en train de s'isoler complètement. Alors, en parallèle de cette histoire, Shakespeare développe une autre intrigue, une intrigue secondaire. Et elle est fascinante, parce qu'elle fait écho à la première. On va voir que cette thématique de la trahison familiale, c'est un peu comme un poison qui se répand et qui va infecter une autre grande famille du royaume. Et ce poison, il a un nom. Edmond. Edmond, c'est le fils bâtard du comte de Gloucester. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, être un bâtard, c'est être un moins que rien. Il n'a droit à rien. Du coup, il est bouffé par le ressentiment, par l'ambition. Il est prêt à tout pour obtenir par la ruse ce que sa naissance lui refuse. La citation le dit bien. Son appétit de pouvoir est infini. Et son plan, il est machiavélique. D'abord, il rédige une fausse lettre pour faire croire à son père que son autre fils, Edgar, le fils légitime, veut le tuer. Il manipule son père, il empoisonne son esprit. Ensuite, il va voir son frère, Edgar, et il le manipule aussi, en lui faisant croire que sa vie est en danger, qu'il doit fuir. C'est brillant et terrible à la fois. On a vraiment un miroir de ce qu'arrive à Lear, une autre famille qui explose de l'intérieur, rongée par l'ambition et le mensonge. Et pendant qu'Edmond complote, la situation de Lear, elle, se dégrade à une vitesse folle. Il croyait pouvoir garder son titre de roi, son honneur, une grosse erreur. Goneril et Regan vont le déshabiller, petit à petit, de tout ce qui lui reste. Ça commence par sa garde personnelle de 100 chevaliers. Il faut comprendre que ces chevaliers, ce n'est pas juste pour sa sécurité. C'est le dernier symbole de son pouvoir. En lui enlevant ça, ses filles ne font pas que le rendre vulnérable. Elles l'humilient, elles l'effacent. Et là, on arrive vraiment au point de non-retour. Lear a tout perdu. Il est dépouillé de sa dignité, de ses hommes, et ses filles vont le jeter dehors. Et c'est là que sa folie intérieure va se déchaîner, en même temps que la nature elle-même. Dehors, c'est aussi simple et brutal que ça. Le roi qui a tout donné à ses filles se retrouve mis à la porte, en pleine nuit, en pleine tempête, par ses mêmes filles. C'est l'image même de l'abandon le plus total. Dans la tempête, et quelle tempête! Ce n'est pas juste de la pluie et du vent, c'est un véritable chaos, une fureur apocalyptique. Et cette tempête, c'est le reflet parfait de ce qui se passe dans la tête de Lear. Le monde autour de lui explose, et son esprit aussi. C'est vraiment une des scènes les plus folles et les plus poignantes de tout le théâtre de Shakespeare. Au milieu de cette nature déchaînée, on a une sorte de cour des miracles.
Il y a Lear, le roi devenu fou, son fou qui, ironiquement, est le seul à voir clair, Kent, le contre-loyal, déguisé en pauvre serviteur, et il trouve refuge avec Edgar, l'héritier légitime, qui lui se fait passer pour un mendiant fou, appelé pauvre Tom. C'est le monde à l'envers, un tableau saisissant où la folie devient presque une forme de sagesse face à la cruauté du monde. Et si on pensait avoir atteint le fond de l'horreur, on se trompait. Pour avoir aidé Lear, pour lui être resté loyal, le comte de Gloucester va subir un châtiment d'une barbarie sans nom. On lui arrache les yeux. C'est une scène physiquement insoutenable à lire ou à voir. Et elle est cruciale, parce qu'elle incarne le grand thème de la pièce, l'aveuglement. L'ironie tragique, c'est que c'est seulement en devenant physiquement aveugle que Gloucester va enfin voir la vérité. Il va comprendre qui était le traître et qui était le fils loyal. Bon. On entre maintenant dans la dernière partie, l'acte final. C'est le moment où toutes les histoires, toutes les trahisons, toutes les souffrances vont converger. Et ça va se terminer dans un bain de sang. C'est inévitable. Mais juste avant le désastre final, il y a un moment de pure beauté. Cordelia est revenue de France avec une armée pour sauver son père. Et il se retrouve. Lear a retrouvé sa lucidité, il est fragile, il lui demande pardon. C'est une scène absolument déchirante. Une petite lueur d'espoir au milieu du chaos. Mais on est dans une tragédie de Shakespeare, et l'espoir, ça ne dure jamais longtemps. L'armée de Cordelia est vaincue. Elle et Lear sont capturés par les forces d'Edmond. Le piège est refermé. Et le résultat final est d'une brutalité sans appel, 0. C'est le nombre de survivants parmi le roi et ses 3 filles. Aucun. La fin, c'est une véritable hécatombe. Tout s'enchaîne très vite. D'abord, Goneril et Regan, qui se disputaient Edmond, s'éliminent l'une l'autre. L'une empoisonne l'autre puis se suicide. Ensuite, Edgar, qui révèle enfin qui il est, affronte son frère Edmond en duel et le tue. Mais juste avant de mourir, Edmond avoue. Il avoue qu'il a donné l'ordre de pendre Cordelia en prison. Tout le monde se précipite pour l'arrêter, mais c'est trop tard. Le dernier tableau, c'est Lear qui entre en scène avec le corps de Cordelia dans ses bras, et il meurt, là, de chagrin. Son cœur lâche. Ce sont les derniers mots de la pièce, prononcés par Edgar, qui a survécu à tout ça. Et c'est une conclusion terrible. La leçon, c'est qu'il faut dire ce qu'on ressent vraiment, parce qu'on est censé dire. Il faut parler avec son cœur. C'est terrible, parce que toute la tragédie a commencé justement parce que Cordelia a fait ça. Elle a dit ce qu'elle ressentait, et ça a tout détruit. C'est avec ce poids, cette vérité écrasante, que les quelques survivants vont devoir continuer à vivre. Et on reste avec cette question qui est vraiment au cœur de la pièce. Au fond, est-ce que le roi Lear est la tragédie d'un roi qui a mal géré son pouvoir, ou est-ce que c'est la tragédie d'un père qui, par orgueil, a brisé sa propre famille? La réponse, c'est probablement que c'est les deux à la fois. Et c'est sans doute pour ça que cette histoire, si sombre, si violente, continue de nous parler encore et toujours.